Le monde entier va-t-il prendre le grand virage de l'assainissement urbain, à l'image du Congo-Brazzaville qui a innové parce qu'il fait partie des quelques pays très rares qui ont créé un ministère de l'environnement urbain et pas uniquement de l'environnement urbain. On y reviendra. En tout cas, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec notre invité dans le Grand Virage. Et pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir dans le Grand Virage aujourd'hui Monsieur le ministre Juste Désiré Mondélé. Vous êtes donc ministre du développement urbain, du développement local, de l'assainissement urbain, du développement local, je lis, et de l'entretien routier au Congo-Brazzaville. Alors, vous avez été nommé à ce poste en 2025, donc cette année. C'est une idée du président, c'est une innovation extraordinaire. On prend, comme vous le disiez lorsqu'on préparait cette émission, l'écologie par le bon côté. Ben, écoutez, je vous remercie de me recevoir dans votre studio pour ce grand virage. Et oui, c'est une innovation. Et en effet, le président Denis Sassou Nguesso est un grand écologiste, pionnier de l'écologie, qui a été précurseur dans une grande vision. Et avant même qu'on ait ces grands débats sur les changements climatiques, le Congo a par exemple célébré, il n'y a pas longtemps, la 38e édition de la Journée de l'arbre. Donc pendant 38 ans, chaque année, le président Sassou Nguesso avait déjà instauré la Journée de l'arbre, un homme, un arbre à planter, une école, un arbre, un pionnier, un élève, un arbre. Donc voilà, c'est pas surprenant qu'il y ait donc ce ministère en charge de l'assainissement qui en réalité est un des volets importants aussi de la citoyenneté écologique. On dit souvent, on dit parfois que pour une vie réussie, il faut faire des enfants, il faut écrire un livre et il faut planter un arbre. Alors, je vais vous présenter un petit peu davantage parce qu'au Congo, tout le monde vous connaît. En Afrique, beaucoup vous connaissent, mais comme on est diffusé dans le monde entier avec ces directs sur différents canaux, eh bien, je vais un peu présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, de manière à ce qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Alors, vous êtes diplômé en gestion, je lis un peu parce qu'il y a du contenu, hein. Diplômé en gestion des collectivités locales à l'université de Paris-Est Créteil. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et administration publique que vous avez passée à l'université de Bucarest en Roumanie. C'est ça, je ne me trompe pas. Bien le cas. Vous êtes également expert à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, membre du Parti pour l'unité de la République, ça on le sait, député de la première circonscription électorale de Wenzé à Brazzaville depuis 2017. J'ai toujours bon? C'est toujours bon, juste. oui. Ouais. C'est toujours Et juste. vous avez mis en œuvre en tant que ministre alors, déjà plusieurs campagnes citoyennes, opérations de déguerpissement pour assainir les villes, vous êtes battu pour la propreté publique, la réduction des dépotoirs sauvages, l'élimination des gîtes larvaires afin de lutter contre le palu. Vous avez reçu une distinction officielle d'ailleurs en mai 2024 pour vos efforts dans ces domaines. Vous êtes reconnu pour votre approche participative qui mobilise la jeunesse, les populations locales. Et puis vous êtes également un homme de lettres. Comme on disait, une vie réussie, on écrit un livre. Alors je n'en cite que 3. Il y a Évolution et mutation de l'État en République du Congo, chez l'Harmattan. Enjeux et perspectives, diversification économique au Congo-Brazzaville, chez Erol, édition Picolec. Pas n'importe quelle maison d'édition. Et vers l'effectivité de la décentralisation et du développement local en République du Congo. Là, c'est sorti en 2024, juste l'année dernière, également chez l'Harmattan. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et sur tous ces sujets-là? Alors, ce qui m'a donné l'envie d'écrire, je pense, c'est déjà la curiosité de la lecture. La curiosité du monde. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Vous avez souligné que j'ai passé mes études de sciences politiques en Roumanie, dans le cadre d'Erasmus. Donc ça fait des belles rencontres. Paris 12 aussi, ce sont des rencontres. Il y a aussi l'Afrique. L'Afrique et aussi notre vie, une vie antérieure. J'étais chef d'entreprise. Ça m'a donc permis de faire des rencontres. La curiosité intellectuelle aussi. Oui, le livre, l'écriture m'aide aussi à un peu sortir du quotidien, aussi à se retrouver parfois seul et à méditer. Et la lecture aide, comme le sport d'ailleurs. Lecture et l'écriture, voilà. Donc, plante un arbre. Écrire un livre. Écrire un livre. Voilà. Et puis, vous êtes également père de famille. Absolument. On peut en parler, non? C'est privé? Non, père de cinq magnifiques gosses, oui, ça va. Donc voilà une vie réussie et une vie qui est très active et c'est pas fini,
puisque là, aujourd'hui, vous entreprenez un travail extraordinaire qui, j'espère, donnera l'exemple aux autres pays d'Afrique, mais aussi en Occident. Quand on voit les nuages qui sont au-dessus de nos villes, la chape jaunâtre, grisâtre qu'il y a au-dessus de Paris notamment, où nous sommes là aujourd'hui, eh bien on se dit qu'on aura peut-être pas mal de leçons à prendre de vos initiatives. Alors parmi ces initiatives, il y a l'assainissement et l'hygiène publique, des stratégies que vous menez pour lutter contre l'insalubrité dans les grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire. Comment vous abordez le sujet? C'est un sujet qu'on aborde avec les communautés locales, qu'on aborde avec les collectivités locales, parce qu'en réalité, l'assainissement, c'est la prophylaxie contre les maladies. On est exposé à la malaria, exposé aux maladies hydriques, et les larves, l'étiologie, c'est vraiment les déchets, ce sont les ordures. Alors, pour arriver à bout donc et anticiper aussi, parce que c'est des questions de santé publique, mais on rassemble, on mobilise la population. On a une initiative sur la circulaire du gouvernement du Premier ministre qui organise chaque premier samedi du mois toutes les parties prenantes, la société civile, les populations autour donc, de l'assainissement. Mais au-delà, il y a aujourd'hui véritablement l'ambition de mobiliser l'ensemble de la population pour verdir les villes. Parce que oui, vous parlez des nuages au-dessus aussi de Paris, mais de verdir les villes, parce que Brazzaville comme Pointe-Noire, qui sont les deux principales villes, sont des villes vertes. L'une qui est autour, qui est juste à côté du fleuve, l'un des plus grands au monde, le majestueux fleuve Congo, l'autre autour de la mer, de l'océan Atlantique. Donc, on a besoin de reverdir nos villes, mais pour reverdir les villes, on a besoin aussi que ces villes soient propres. Parce que jadis, Brazzaville et Pointe-Noire furent des villes très propres. Et c'est un combat, c'est un défi impulsé par le président de la République. Et aussi, vraiment, on est en train de mobiliser toutes les parties prenantes. Et petit à petit, je pense que ça commence à prendre. Alors ça passe par la collecte des déchets, le recyclage, toute une gestion. Comment vous allez vous y prendre? Ça passe par la collecte des déchets, mais pas seulement, mais ça passe aussi par... l'ambition aujourd'hui, dans le cadre du partenariat public-privé, on a une société privée de droit turc et de droit congolais, qui est la société Al Bayrak, qui a contracté avec les collectivités locales de la ville de Pointe-Noire et Brazzaville. Mais l'ambition, c'est vraiment de faire la boucle, de faire la chaîne, c'est-à-dire de prendre l'ordure, de prendre les déchets, de le transformer, donc d'aller vers une économie circulaire. Donc le recyclage complet? Le recyclage complet. Et donc là, je suis aussi à Paris pour rencontrer aussi un partenaire dans ce cadre-là du recyclage. On a des mous qui sont en cours de mise en place avec d'autres partenaires pour qu'une fine, on arrive à faire des offres et à sélectionner, en tout cas, la meilleure offre. Mais l'idée, c'est donc d'aller vers cette économie verte, cette économie circulaire, puisque la population congolaise, elle est jeune, et les jeunes ont besoin d'opportunités, et l'économie circulaire et l'économie verte sont là des opportunités d'emploi, des opportunités pour entreprendre, des opportunités véritablement pour les jeunes. À ce titre, en effet, la jeunesse est-elle consciente à Brazzaville de l'enjeu, qui est un enjeu de santé publique, mais aussi pour la préservation de la planète? Est-ce que vous avez mis au point un système un peu d'éducation des populations pour justement récupérer les déchets, pourquoi pas les trier? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ou qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Nous avons tenu à Brazzaville le premier forum sur l'assainissement. Et on a eu plusieurs parties prenantes, les partenaires multilatéraux, bilatéraux, la société civile, les associations des jeunes et les jeunes eux-mêmes, les jeunes élèves, les jeunes étudiants. Et en ce moment, aujourd'hui, on a des associations, des groupes des jeunes, des étudiants et des jeunes en quête d'emploi aussi qui se sont organisés sur la problématique de l'assainissement. En réalité, oui, la jeunesse prend conscience et a pris conscience du fait que l'assainissement, c'est son avenir, mais surtout que non seulement c'est l'avenir dans le cadre de sa protection par rapport à sa santé, à son hygiène, mais aussi par rapport à l'employabilité, par rapport à
aux opportunités qu'offrent en réalité tous ces nouveaux métiers, que toute cette économie, peut-être pas prévue par Ricardo ou par Keynes Oui. ou par Marx, mais c'est véritablement une économie dynamique, une économie en même temps autocentrée, donc qui intègre les communautés locales. Et les jeunes sont les premiers à être en réalité bénéficiaires de ces économies à la fois vertes et circulaires. Donc perspective de création d'emplois, de nouveaux métiers qui émergent, mais aussi, j'imagine, un plan d'éducation vis-à-vis de la population pour les petits gestes quotidiens qui peuvent contribuer justement à cet assainissement. On a l'objectif zéro déchet plastique. Pour y arriver, c'est vraiment la sensibilisation, et ce sont aussi les entreprises publiques, les entreprises privées, les diverses associations qui participent avec le gouvernement à informer, à former, à sensibiliser, donc à éduquer. Nous allons bientôt avoir la rentrée scolaire. Il est prévu par le gouvernement qu'il y ait des rencontres, des discussions entre, d'une part, le gouvernement, donc à travers mes collègues en charge de l'éducation, qu'elle soit éducation au niveau secondaire, général et technique et supérieur, pour échanger avec les étudiants, échanger avec les élèves, discuter avec eux pour les bons reflets. Vous savez, dans l'histoire du Congo, il y avait déjà la morale et l'hygiène dans le cursus scolaire. Et il y avait une école, un champ. Naturellement, champ, C-H-A-M-P-S. Oui, C'était une école. On avait compris. Voilà, un champ. À ne pas confondre donc avec C-H-A-N-T. Voilà. Et donc, dans cette ancienne école, un champ qui avait été déjà initié par le président Sassou Nguesso, Oui. c'était que chaque élève, déjà à l'école primaire, au niveau de l'enseignement la plus inférieure, devait planter son arbre et l'entretenir. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est de revenir un peu aussi vers ces anciennes politiques qui pourtant étaient des politiques qui étaient vraiment en avance sur le temps. Et aujourd'hui, avec toutes ces causes exogènes qui impactent négativement la vie des citoyens, les économies, le cadre de vie, j'entends là par les changements climatiques, avec des structures, des notions contracycliques des saisons, parce qu'on a eu une pluie récemment en plein saison sèche, une très grosse pluie le 14 juin. Et voyez-vous, donc, ces décalages font que, oui, il faut une jeunesse avertie, il faut une société engagée, mais aussi il faut une communauté consciente des enjeux climatiques et des enjeux de l'assainissement qui sont véritablement des enjeux, pas seulement d'environnement, mais qui sont des enjeux aussi économiques. Et je dirais même des enjeux de souveraineté. Ouais, et vitaux. Absolument. Vous êtes en train de créer une sorte de citoyenneté saine et consciente. C'est créer un nouveau citoyen. Un citoyen éco-responsable, comme on pourrait créer, susciter une nouvelle économie éco-responsable avec des entreprises responsables, éco-responsables. Donc véritablement aller vers la notion, maintenir et inculquer véritablement cette notion d'éco-citoyen et d'éco-responsable. Et vous avez le sentiment que justement cet assainissement a un véritable impact sur la santé publique et sur la qualité de vie, et surtout que les jeunes et que les populations sont conscientes de cet impact sur la qualité de la vie. Alors, ce que le gouvernement, par ma voix aujourd'hui, on est très heureux de voir que c'est des jeunes, même des jeunes qui sont un peu en rupture avec la société, mais que je vois de plus en plus sur le terrain, qui adhèrent donc à cette politique d'assainissement. Oui, il y a véritablement une prise de conscience et on ne va pas relâcher, on va continuer à être aux côtés de cette jeunesse puisque nous sommes nous-mêmes des élus de terrain, donc on va continuer à dialoguer, à échanger sur cette problématique de l'assainissement avec les jeunes. Alors parallèlement à ça, il y a une poussée démographique, forcément. Est-ce que vous avez dans l'idée une planification urbaine? Quelle est votre vision pour les villes comme Pointe-Noire ou Brazzaville à l'horizon 2030-2050? Alors, vous savez, Brazzaville et Pointe-Noire, ce sont des villes véritablement historiques. Brazzaville fut capitale de la France libre et Pointe-Noire fut capitale du Moyen-Congo. Donc ce sont deux villes qui ont concentré beaucoup d'intérêt, ce qui fait qu'il y a eu non seulement un exode
massif des populations au niveau des zones rurales vers ces deux villes, mais il y a aussi que historiquement, les populations viennent vers Brazzaville et Pointe-Noire, s'installent à Brazzaville et Pointe-Noire, ce qui donc occasionne de façon exponentielle, de façon crescendo, une urbanisation assez sévère. Et quand on parle d'urbanisation accélérée, il y a naturellement aussi derrière la notion un peu des installations archaïques, des zones qui ne sont pas aménagées pour les habitations, mais que naturellement pour que les populations occupent, et ces zones deviennent des zones de précarité. La politique qui a été celle du gouvernement, c'était déjà d'initier un programme DURCAB. Programme DURCAB, c'était un programme d'aménagement des quartiers précaires. Et sur 2030 et 2050, nous sommes naturellement sur la notion des ODD. Et aussi, nous allons au-delà de 2050, puisqu'il y a aussi l'agenda 2060 de l'Union africaine. Donc, prenons que le cas de l'assainissement, c'est l'ODD 6 qui exige à ce qu'on apporte, mais pas seulement au niveau du Congo, au niveau du monde entier, Ah oui. qu'on apporte aux populations l'assainissement durable, le cadre d'hygiène durable. Donc les politiques qui sont les nôtres aujourd'hui, ce sont les politiques de développement autocentré des deux capitales, avec des infrastructures qu'on doit développer autour des villes. Brazzaville, Pointe-Noire sont des grands chantiers aujourd'hui, en termes de systèmes de collecteurs, de systèmes d'évacuation, d'aménagement des bassins versants, aussi des voiries urbaines, de Brazzaville comme de Pointe-Noire. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de cette pluie inattendue qui était tombée pendant la saison sèche. Ça me donne envie de vous poser la question de l'eau. L'eau que l'on peut boire, l'eau potable, l'eau courante. Comment vous voyez les actions, comment vous avez, j'imagine, déjà pensé et entrepris les actions par rapport à l'eau qui manque parfois, qui va manquer de plus en plus, qui va être une denrée de plus en plus rare et de plus en plus chère. Comment vous voyez l'avenir et quelles sont les actions que vous menez à bien par rapport à ça? Bon, l'eau aujourd'hui, c'est l'une des causes, l'une des sources étiologiques des conflits dans le monde. Vous savez, un peu partout, il y a des conflits aussi eu égard à l'eau. Bon, au niveau du Congo, nous avons un bassin, nous avons un système hydraulique qui est vraiment très avancé. On a été gâté par la nature. Les eaux souterraines, nous avons une bonne partie des eaux souterraines grâce à une pluviométrie abondante. On a des cours d'eau, donc un système hydrographique qui est assez performant. Mais l'eau est liée aussi à l'électricité. Ça va un peu de pair. Oui. Et aujourd'hui, le Congo est en train donc de réhabiliter son réseau de transport d'électricité, puisque l'électricité, grâce au gaz, grâce aux barrages hydroélectriques, on a donc la production électrique qui devrait pouvoir en réalité générer facilement la distribution d'eau au niveau du pays. Et là, il y a donc une réparation, une réhabilitation, on va dire, du réseau entre Pointe-Noire et Brazzaville. Donc dans les prochains jours, la situation à la fois de la qualité de la distribution de l'eau et de l'électricité va s'améliorer au niveau du Congo. D'accord. L'eau génère de l'énergie qui elle-même aide à transporter l'eau. C'est une boucle vertueuse que vous... Alors la boucle vertueuse, c'est plutôt l'énergie, l'eau. On a besoin d'énergie pour propulser de l'eau au niveau donc, des consommateurs, au niveau des canaux de distribution. Il faut de l'énergie. On est aujourd'hui, il y a certains privés qui commencent déjà à utiliser des énergies renouvelables à travers des panneaux photovoltaïques, mais la grosse quantité d'eau qui doit en principe aller dans les canaux, dans le circuit de consommation des populations, passe naturellement par aussi une grande source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle est fournie donc par la société CAREC. Et aujourd'hui, les installations sont en train d'être réhabilitées. Juste avant que je ne vienne à Paris, le ministre en charge de l'énergie, en partenariat avec la société Eni Congo, la société pétrolière Eni Congo, a lancé
avait lancé donc les travaux de réhabilitation pour la ligne de transport de l'énergie. Et cette ligne de transport de l'énergie devrait donc booster et aussi améliorer d'une part la qualité de distribution d'électricité dans le pays, principalement dans les deux capitales des grandes villes, mais aussi faciliter donc l'amélioration du système de distribution d'eau potable. Alors vous êtes quand même face à des grands défis qui sont liés au climat et à l'environnement, l'adaptation des villes par exemple aux inondations, l'érosion, les risques naturels. Quelles sont les mesures que vous prenez? J'ai compris que vous aviez conscience de tout cela. Quelles sont les mesures concrètes que vous envisagez? Les mesures concrètes, c'est déjà rendre nos villes résilientes. On est en ce moment dans un programme dont je précisais, je vous disais qu'on était dans un programme des travaux, des infrastructures, des voiries, des bassins versants qui sont en travaux en ce moment. Il y a un partenariat public-privé pour prendre en... Non seulement le partenariat public-privé, mais on est aussi en partenariat avec l'Union européenne à travers l'AFD pour des travaux d'infrastructures pour aménager les bassins versants naturels, les collecteurs naturels. L'AFD, pour ceux qui ne savent pas, Agence française de développement. C'est cela. Et donc il y a ce programme qui est en ce moment, on peut le toucher du doigt à Brazzaville et à Pointe-Noire, voir comment les grands travaux sont en train donc d'être effectués pour effectivement favoriser et faciliter et mieux supporter les impacts sur le changement climatique. Il y a le planting d'arbres. Le planting d'arbres qui permet aussi non seulement de verdir et de donner de l'ombre, et aussi de donner des fruits. Ça semble prendre une grande place dans l'urbanisme, Exactement. Les espaces verts. Dans les espaces verts, à travers le planting d'arbres, le grand programme de planting d'arbres, et parce que c'est ce planting qui aide aussi à lutter contre les érosions, puisque vous parlez des érosions. L'une des solutions, au-delà des mécanismes architecturaux, il y a aussi donc le planting d'arbres qui permet à stabiliser les sols et qui permet aussi à maintenir, donc à protéger les populations face aux pluies, aux eaux abondantes et qui peuvent déborder les lits des rivières et provoquer des dégâts humains. Bien sûr. Parlons un peu des énergies renouvelables, puisque vous parlez des villes vertes, chose que vous mettez en place d'une façon assez efficiente, il faut bien le reconnaître. Quelle place prennent pour vous les énergies renouvelables maintenant et dans le futur? Je parlais de l'économie verte et de l'économie circulaire il y avait une espèce d'interdépendance entre les deux. Ça implique... Bon. Et aussi le développement local, puisque je suis en charge du développement local, qui impulse un développement économique autocentré entre les villes, entre les communautés et les collectivités. Alors, la transition écologique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. La transition énergétique. La transition énergétique, aujourd'hui, nous oblige, nous, on n'est pas, le Congo, heureusement, nous ne sommes pas dans le nucléaire. Nous n'utilisons pas l'énergie nucléaire, nous utilisons de l'énergie hydroélectrique, déjà. Et à côté de l'énergie hydroélectrique, de plus en plus, on utilise aujourd'hui des structures photovoltaïques. Brazzaville, en Pointe-Noire, dans certaines localités, dans les zones rurales, on peut aujourd'hui trouver des éclairages publics photovoltaïques. C'est pas encore bien avancé, mais on est en train de mettre en place... Il y a une capacité pratiquement d'autosuffisance. En fait, l'idée, c'est cela, c'est d'aller vraiment vers une capacité de production du matériel sur place, parce que cela va engendrer aussi la formation et les emplois. Bien sûr. Nous avions une société, on a une société qui était Copasol, qui était installée, mais qui a eu quelques soucis parce que le gouvernement voulait impulser ces structures de formation, ces structures de fabrication des panneaux sur place au niveau du Congo. La société a eu quelques soucis dans son installation, mais oui, on peut dire que la transition se fait aussi avec à la fois la source hydroélectrique et aussi les sources photovoltaïques. Alors on n'a pas assez parlé de la pollution de l'air, qui dans les villes est assez importante, mais aussi en dehors des villes avec les feux de brousse qui créent de la pollution.
vous avez une réaction assez vive par rapport à ça, avec un plan précis? Écoutez, nous, le Congo, c'est un pays avec une couverture forestière dense, une hydrographie abondante. Et donc, en réalité, oui, les feux de brousse comme tels, on ne les connaît pas comme on vient de les voir en Espagne, au Portugal tout récemment et voir en France. Oui, oui, dans le monde. On utilise certes, mais à une échelle très faible, la culture sur brûlis. C'est des techniques qui consistent dans des zones rurales à préparer, on va dire, le sol pour des futures cultures. Mais c'est vraiment à une échelle très très faible. Donc, les feux de brousse, ce n'est pas des phénomènes que l'on connaît. Après, la pollution de l'air, grâce donc à aussi un espace qui n'est pas trop occupé, parce qu'en réalité, le Congo, c'est 342 000 km², oui. Il faut le préciser. Donc, on a assez d'espace pour 6 millions d'habitants. Voyez-vous, donc déjà, il n'y a pas une promiscuité des populations. Donc, on est entouré de forêts, j'insiste là-dessus, pour 342 000 km², 6 millions d'habitants. Oui, on n'est pas encore aussi, on n'a pas encore des industries, des grosses industries polluantes. Bien sûr. Mais l'automobile, non? Oui. S'il y a les automobiles, oui, il y a un parc qui, là aussi, on est en train d'envisager, voir comment réduire l'âge des véhicules pour éviter, en effet. Est-ce que vous pensez à la voiture électrique? Il y a déjà, une stratégie pour ça? Il y a déjà des voitures hybrides. Oui. Il y a déjà des véhicules hybrides à Brazzaville. Il y a déjà des voitures électriques à Brazzaville. Mais oui, on devrait... Il y a des incitations? Vous parlez d'incitation fiscale? Pas encore. Par exemple, pas encore. Il n'y a pas encore d'incitation dans ce sens-là. Parce qu'une fois de plus, le problème de la pollution d'automobile ne se pose pas pour l'instant à grande échelle, au même terme qu'à Londres ou à Paris. Bien sûr. Mais oui, on devrait s'inspirer aussi déjà pour anticiper par rapport à ce qui se passe chez les autres, pour se prémunir et se protéger. Pourquoi pas? Et les grands projets urbains? Vous avez développé et vous avez dans votre collimateur, si je puis me permettre l'expression, de grands projets urbains. Et comment vous comptez les édifier, les financer et quelle qualité, justement, au regard de toutes ces préoccupations-là, allez-vous leur donner? Les grands projets urbains, oui, parce que l'objectif, c'est de moderniser Brazzaville et Pointe-Noire. Aujourd'hui, de faire que Brazzaville et Pointe-Noire arrivent à avoir le standard qu'il faut des villes modernes. Et cela passe par des voiries urbaines, cela passe par des mécanismes nouveaux, des matériaux aussi nouveaux. Aujourd'hui, on utilise beaucoup du bitume, et on ne voudrait pas rester au tout bitume, aller aussi vers des pavés, en ce qui concerne les voiries, les trottoirs, et aussi, on parlait des panneaux solaires, aller aussi vers l'éclairage photovoltaïque, mais ça pose un problème de financement. Vous savez que le Congo n'est pas dans un cadre économique ex nihilo, et dans un cadre global, avec donc aussi les réalités économiques qui touchent le monde, touchent aussi un tout petit peu le Congo. Mais les financements passent par, donc, on passe par des mécanismes innovants, comme les BOT, Build Operating Transfer, donc cette capacité pour certaines structures privées de construire un ouvrage et aussi de le gérer pendant un moment, et ensuite il y a le transfert au niveau de la collectivité locale ou l'État. Cela est valable pour tous les ouvrages ou pour les voiries urbaines. Mais il y a aussi des partenariats. L'Union européenne, par exemple, qui a un programme de Global Gateway qui est aussi en contact avec la République du Congo et les autres pays. Là aussi, il y a une possibilité, mais il y a pas mal de niches. Nous sommes en train de négocier en ce moment, et on est très bien avancé, avec l'UNICEF et la fondation Bill Gates, en ce qui concerne donc les projets de modernisation aussi de certaines structures d'hygiène, comme les structures comme les latrines modernes. Oui, j'ai vu que vous aviez un plan de développement de latrines modernes, de latrines
familiale aussi. Absolument, absolument. Qui n'est pas négligeable. C'est ça, c'est un projet qui est en cours d'élaboration, qui en est très bien avancé, parce que comme partout ailleurs, il y a des zones qui sont un peu précaires et qui ont besoin, des populations qui ont besoin de soutien et qui devraient aussi profiter et être accompagnées par les pouvoirs publics pour améliorer un certain nombre de y compris structures. pour la récupération des huiles de vidange. J'ai vu ça. Ce sont des bouts de vidange, en fait, des bouts de vidange, pour être plus précis. Donc il y a tout un mécanisme, tout est un programme, tout un projet, tout un arsenal, on va dire ça comme ça. Oui, il y a une multitude il y a des grands projets, puis il y a une multitude de petits gestes précis, ciblés. C'est la somme de ces petits gestes, c'est la somme de ces petits projets qui demain vont nous emmener vers une visibilité à la fois citoyenne et écologique, à la fois aussi de confort en réalité. Alors il y avait quelque chose qui gangrénait un petit peu les espaces urbains, c'était des déchets, des voitures abandonnées qui étaient dans des espaces qui étaient encombrés. Là aussi, vous allez développer, ou vous êtes en train de développer déjà une politique pour aller assainir ces endroits-là, retirer les déchets. Comment ça se passe? Mais on est content de voir que finalement, il faut commencer. Ouais. Notre président de la République aime bien, il a une image qu'il aime bien nous donner, c'est que celui qui veut apprendre à nager doit se jeter dans l'eau. Oui. Ce n'est pas en regardant l'eau et en admirant sa beauté qu'on va pouvoir nager. Il faut déjà y aller. Et donc c'est ce qu'on on essaie de faire, parce que l'espace public est occupé anarchiquement, et souvent l'espace public devient un lieu, un dépotoir de tout, de véhicules hors d'usage, des détritus, beaucoup de choses. Alors, l'idée, c'est de dire aux citoyens, c'est pas de faire de la répression, mais de faire de la pédagogie, mais en disant aux citoyens, attention, vous avez votre véhicule, il faut le mettre là où il faut, mais c'est pas dans la rue. Oui, ça nous appartient à tous. C'est pour votre sécurité, déjà, et pour aussi la sécurité des autres et le confort. C'est important, le confort, parce que ce qu'on admire chez les autres, on devrait pouvoir le faire aussi chez nous. Vous voyez. Bien sûr. On ne peut pas se garer n'importe où ici. Sinon, si ce n'est pas la contravention, c'est le véhicule qui est enlevé en fourrière. Bon. Et on est aussi peut-être en train d'arriver à... Vous êtes en train de créer progressivement, progressivement, mais déjà là, on se satisfait du fait que la pédagogie est en train de passer. On peut voir on peut circuler maintenant un peu librement dans les rues de Brazzaville. On voit que les citoyens commencent à enlever par eux-mêmes leurs véhicules. Les marchés d'Omagno, c'est pareil. Les vendeurs à la sauvette commencent à comprendre que pour faire du bon chiffre, il faut plutôt être... appétissant. Oui, il faut être dans le marché. Il faut être un peu sédentaire, mais dans le marché. Oui. Avoir sa place dans le marché. Mais pas dans la rue, parce que finalement, la rue... Il y a quand même on change de sujet, mais c'est intéressant, une économie informelle assez développée au Congo encore. On a une économie informelle qui est assez développée et qui n'est pas souterraine. Oui. Et ce n'est pas une économie souterraine, ce n'est pas une économie parallèle, oui. C'est une économie informelle. Voilà, donc ce n'est pas du trafic, c'est pas de la clandestinité. Ce n'est pas du trafic, c'est une économie réellement de famille, c'est une économie à petite échelle, oui. Et qui a vocation à chaque fois à se formaliser. Oui. Donc c'est comme une période de latence, une période à laquelle... une période de transition, de basculement de l'économie, de la petite échelle, de la petite économie, à l'économie formelle. Donc c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez spécial dans certains pays africains et qui est une bonne démarche, une bonne pratique. Ça participe de la conscience citoyenne finalement. Ça participe de la réduction de la pauvreté, ça participe de la prise en charge des familles les plus défavorisés, mais ça participe aussi à la vitalité de l'économie, en réalité. Mais on voudrait simplement que cette économie se développe aussi dans un cadre, dans un environnement sain, propre et sécurisé. Alors tout à l'heure, on parlait de pédagogie, vous m'expliquiez qu'il y avait beaucoup de sensibilisation qui se faisait dans les écoles, auprès des jeunes, aux gestes du quotidien, à l'hygiène, aux bonnes pratiques. Mais pour les adultes qui ne vont pas à l'école,
Est-ce que vous avez développé des plans d'information aux petits gestes du quotidien, dans les médias, ou je ne sais pas, à part des journées que vous avez organisées, ça vous m'en aviez parlé, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est organisé par rapport à ça? Mais déjà, le Congo, c'est un pays très alphabétisé. C'est-à-dire que ce soit dans les zones rurales, parce que là on parle beaucoup de villes, Oui. mais il y a un dynamisme dans les zones rurales qui est réel. Et comme c'est un pays très alphabétisé, et donc la culture est telle que la plupart des familles, la plupart des personnes, même les personnes les plus âgées, ont accès aux médias, à différents types de médias, aujourd'hui les médias sociaux et même des médias classiques. Et tout ce que nous faisons comme activité, on parlait du premier samedi du mois et bien d'autres gestes, ce sont des activités qui sont suivies par tous, par les jeunes, par des personnes plus âgées. Et d'ailleurs, ce sont les personnes les plus âgées qui interpellent souvent les plus jeunes, lorsque les bonnes pratiques ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que, comme on le connaît en France, moi je suis stupéfait de voir les enfants qui ont une conscience écologique extraordinaire. Est-ce qu'on a ça aussi dans l'enfance congolaise? Ah oui, bien sûr. Les premiers écologistes, on ne touche pas aux animaux, on ne touche pas aux plantes. les premiers responsables et garants de la protection de l'environnement, c'est d'abord les jeunes, c'est les enfants. On voit rarement les enfants jeter des ordures dans la rue, non. Il arrive qu'ils interviennent, ils interpellent d'ailleurs les plus âgés. Ouais. L'incivisme vient des plus âgés, paradoxalement. Oui. Ah d'accord, donc il y a l'éducation qui a joué son rôle. Absolument. D'accord. Et par rapport à la préservation du patrimoine architectural et culturel du pays, est-ce que vous avez des actions que vous menez? Est-ce que vous avez constaté des dégradations contre lesquelles vous seriez en train de lutter? Non, bon, ça c'est... On est un pays très riche en culture, très riche dans son histoire. Son histoire elle est étroitement aussi liée à celle des civilisations modernes, à celle de la France avec la colonisation. Brazzaville, Pointe-Noire, je disais, était la capitale du Moyen-Congo. Il y a des symboles de l'architecture aussi coloniale. On prend le cas de Brazzaville. Brazzaville a abrité la conférence de Brazzaville de 1944 avec le général de Gaulle, cette conférence qui a ouvert la voie vers la décolonisation. Mais le lieu qui avait servi donc à cette assemblée existe, c'est le CEFRAD, qui est un centre de formation d'art dramatique et qui est en restauration en ce moment, grâce d'ailleurs à la coopération avec la France. Et donc il y a des sites comme ça à préserver. L'appel du général de Gaulle, l'appel de Brazzaville, a été fait dans un studio à Brazzaville. Ce studio existe, le micro existe d'ailleurs du général de Gaulle. Les gaullistes qui ont eu l'occasion de faire ce pèlerinage de Brazzaville, que parfois on n'y prête pas beaucoup attention, même dans les livres d'histoire de France, on peut, oui, voir ce micro, ce studio est préservé. Et il y a bien d'autres édifices. Il y a la place où le général de Gaulle avait fait son grand meeting, ce fameux meeting qui lançait l'appel aux colonies, à l'autodétermination ou à l'indépendance des pays, et puis des pays colonisés, après l'effort de guerre, il faut le dire aussi. Oui. La place Félix Éboué existe, le stade Éboué existe. Et en France, il y en a. Hein. En France, il y en a, oui. Il y a quelques stations qui portent le nom comme ça, ça reste de Félix Éboué. Mais donc, au niveau architectural, oui, on a tout un ministère aussi de l'économie industrielle. Qui arrive à préserver l'économie culturelle. Faire cohabiter cette préservation des mémoires, du patrimoine et la modernité. Il y a ce patrimoine mémoriel qui est pris en compte, pris en charge dans sa protection par ma collègue en charge de la culture et donc de charge de l'industrie culturelle. On a Pointe-Noire, on parle de Gorée, mais Pointe-Noire, il y a Luango. C'est un site oui, qui a connu le départ des plus valides de nos ancêtres.
et donc qui est aussi préservé. Il y a un musée qui est en construction. Donc oui, Brazzaville et Pointe-Noire sont des musées à ciel ouvert. On peut trouver des édifices, la grande poste de Brazzaville, qui est un bel édifice colonial, la Case de Gaulle, par exemple, qui est la résidence de l'ambassadeur de France, mais qui était la résidence du général de Gaulle, et bien d'autres édifices oui, qui mériteraient, qui méritent, et qui en ce moment fait en effet l'objet d'une attention particulière, parce que finalement, un peuple sans mémoire, ma foi, est sans repère. Et le Congo a une belle et grande mémoire. Alors, il y a une chose qui m'émeut dans l'évocation de la mémoire congolaise, c'est que je vois que lorsque vous évoquez avec beaucoup de sensibilité la mémoire, la préservation du patrimoine, la France est présente. Vous avez conservé pour la France, je dirais, ça me semble être ça, et pour la francophonie, une tendresse qui est une amitié précieuse pour nous. C'est en tout cas la sensibilité que je voulais témoigner envers vous aujourd'hui, parce que c'est important de savoir trouver son indépendance comme vous l'avez fait à tous les niveaux, tout en préservant l'amitié, tout en préservant cette tendresse qui n'est pas la tendresse des origines, parce que les origines, elles ne sont pas avec la France. Parce que la France est un accident, on peut dire, qui est arrivé à un moment donné dans l'histoire du Congo. Et j'avoue être très touché quand je vois un peu partout en Afrique francophone ou qui est en train de devenir ex-francophone, la façon dont les choses se passent, que la personnalité qui est en charge de l'assainissement urbain, et qui est en charge donc de la modernisation du pays à tout point de vue, donc qui regarde loin devant, c'est quelqu'un qui a gardé, me semble-t-il, en tout cas dans les propos que vous tenez aujourd'hui, une tendresse vis-à-vis de la France et de la francophonie. Cette tendresse, on la souhaiterait réellement partager, parce que voyez-vous, en octobre prochain, va se tenir les élections, aura lieu l'élection plutôt du directeur général de l'UNESCO. Et le Congo a un candidat, M. Matoko, qui est lui-même un cadre maison de l'UNESCO. Et on aimerait bien, dans ce contexte historique aussi, dans cette histoire partagée, cette histoire que l'on ne peut pas réécrire, que chaque fois les historiens peuvent en parler. C'est une histoire qui remonte au XVIIe siècle, et qui continue, et avec ses vicissitudes, ses péripéties, avec parfois aussi ses drames et ses douleurs, mais cette tendresse, cette histoire partagée devrait aussi faire en sorte que l'UNESCO. Je crois que vous le dites si bien. Je pense qu'on a besoin aussi. Ça pourrait être salutaire, en effet. On a besoin aussi des gestes, des preuves, au moins de cette riche relation historique que vous dites bien, personne n'a voulu, mais cela est arrivé, vous voyez. C'est arrivé. Voilà. Donc, on a besoin aussi de ce soutien-là. Écoutez, là où on pourra agir, on le fera. Les jeunes sont conscients du fait que le Congo apporte beaucoup à la culture française. J'ai produit des émissions de rap. Je peux vous dire que le rap, bon, c'est le rap, hein. On aime ou on n'aime pas, mais le rap français qui est très important, eh bien les grands noms du rap français, à 80%, ce sont des noms congolais. Mais les grands noms de la littérature française aussi sont des noms congolais. Voilà, d'origine, la littérature, comme les Mambakou et bien d'autres. Voilà. Donc il faut qu'on conserve cette idée-là. Comment voyez-vous l'avenir par rapport notamment à votre ministère, l'assainissement, l'urbanisme, le développement du Congo? Est-ce que vous pensez que, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays, l'urbanisation galopante va vous gagner ou vous perdre, selon comment on voit les choses? Comment vous pensez préserver tout ça? Parce qu'il y a la forêt, c'est une richesse extraordinaire. Non, le Congo est dans une dynamique de modernisation. Le Congo a emprunté depuis quelques années la marche vers le développement. Et cette marche, nous la poursuivons. Et cette marche, nous allons la continuer, toujours sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso. Et cette marche vers le développement intègre en effet la modernité, intègre aussi des réflexes nouveaux, intègre des dynamiques économiques nouvelles et surtout garde le Congo dans le concert des nations modernes.
Et en termes d'infrastructure, je ne veux pas revenir en arrière, mais je pense aux routes, je pense aux voies ferrées. Vous avez une vision particulière? La vision, déjà, on peut partir de Pointe-Noire, si vous connaissez un peu le Congo. On peut partir de l'océan, de Pointe-Noire, dans le septentrion, donc jusqu'à Ouesso en voiture. Donc on peut parcourir aujourd'hui au Congo plus de 1000 km en voiture. Ce n'est pas rien. C'est que du bonheur de parcourir tout le pays. On a le chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire qui fait l'attention aussi là des pouvoirs publics, du gouvernement de la République, puisqu'il est question de la moderniser, de la rendre plus dynamique aussi et de la remoderniser. Et donc, oui, on est, je disais, lancé vers dans un processus, dans une marche, parce que le développement est un processus. Le développement pose des jalons et au fur et à mesure, on avance, tenant compte aussi de l'écosystème et de l'environnement. Et le Congo est sur la bonne voie parce qu'il a deux richesses fondamentales. La première richesse, c'est sa jeunesse. C'est un peuple jeune, un peuple qui travaille, qui a envie une jeunesse qui a envie d'entreprendre. Donc c'est sa première richesse. Sa seconde, donc c'est son capital humain, sa première richesse. Sa seconde richesse, c'est tous les atouts naturels qu'il a. Et enfin, sa troisième richesse, qui devrait même qui est fondamentale pour son développement, c'est un pays qui vit en paix. En paix avec ses voisins. Qui aime la paix en plus. Et qui aime la paix, qui vit dans la paix avec ses voisins, ses différents voisins, sachant que le Congo, c'est un pays, c'est comme une croix de transmission, un pays qui a autour 5 voisins. Et à quand un pont entre... Kinshasa et Brazzaville. Oui. Bientôt. J'ai entendu parler du projet. Non, le projet avance. Ouais. Le projet avance et je pense que oui, tout le monde attend ce joli pont physique, puisque le pont est intellectuel existe. Donc c'est ce pont physique qu'on attend tous et qui va arriver. Les études avancent assez bien, les financements aussi. Donc je pense que la volonté des hommes y est. Donc c'est cette barrière, c'est ce pont qui va casser aussi certaines barrières, mais avant ce pont, dans l'attente de ce pont, il y a déjà un pont qui est là, qui est affectif, qui est historique, qui est culturel aussi, parce que nous partageons les mêmes langues, la même culture. La même cuisine? Bien sûr. Dans cette culture, il y a tout ça. Il y a culinaire aussi, il y a la même... Alors vous disiez tout à l'heure, le Congo est sur la bonne voie. Moi j'ai envie d'ajouter le Congo montre la voie un petit peu, puisque vous êtes quand même précurseur avec un ministère de l'assainissement. Ça, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous vous rapprochez de vos homologues, s'il y en a dans certains pays, ou de ministères équivalents aux vôtres, afin d'échanger de la formation, des actions? Absolument. Au Sénégal, on avait j'ai eu le privilège d'accompagner notre Premier ministre, chef du gouvernement à Dakar, et à cette occasion, j'avais rencontré le ministre... Il y a également un ministère de l'assainissement. Qui s'occupe de l'hydraulique, d'ailleurs que je félicite sur votre plateau, puisqu'il vient d'être reconduit hier. Félicitations à lui, en effet. Donc j'ai eu l'occasion de le féliciter d'ailleurs à cet effet. Et oui, on a mis en place quelques jalons, quelques éléments d'échange et de partage d'expérience, parce qu'en réalité, on l'a vu à Dakar, aussi les problématiques sont quasiment les mêmes en fait. Et donc les approches aussi de solutions devraient être plus ou moins identiques. Et pourquoi pas mutualiser les intelligences, partager les expériences. Bonne volonté, le désir de partager bien faire, les bonnes pratiques. La préservation de l'espèce. Absolument. En passant. Les bonnes pratiques, oui. Alors je vais finir cette émission en vous demandant de délivrer 2 messages. Un premier message à vos compatriotes. Ici, nous sommes à Paris, dans le studio de Delsaf Media, d'ailleurs qu'on remercie. C'est sur les studios parisiens de ces directs. Mais je voudrais que vous adressiez à la population du Congo en leur délivrant un message sur ce que vous voulez faire avec eux du Congo de tout de suite, de demain. La caméra est là. Maintenant, aux compatriotes qui sont au Congo,
et d'ailleurs qui sont aussi ici en France de la diaspora, c'est simplement dire que nous avons un patrimoine commun, nous avons un beau pays qui s'appelle le Congo, très riche dans sa diversité, très riche dans sa citoyenneté, et que tous ensemble, nous avons besoin, en tout cas la main dans la main, d'être ensemble pour travailler pour que ce Congo éternel, ce beau pays, les paysages que nous avons soient propres, que notre environnement soit assaini et surtout que nous croyons en notre pays parce que nous n'en avons qu'un seul, c'est le Congo éternel et qu'au-delà des quelques divergences qui peuvent exister, qui sont naturellement, qui existent naturellement partout, idéologiques et bien d'autres, nous avons le Congo et nous avons la chance au Congo d'avoir un homme, Denis Sassou Nguesso, oui, un homme de vision, un homme de paix et un homme qui fait rentrer le Congo dans une ère nouvelle. Et donc, voilà, on doit tous travailler ensemble pour améliorer, pour contribuer au développement de notre pays. C'est le premier message. Le second message, ça serait à votre endroit plutôt de dire que nous avons un candidat à la tête de l'UNESCO qui est un cadre de l'UNESCO, qui connaît l'UNESCO avec ses problèmes aujourd'hui. Et donc, nous souhaitons véritablement avoir le soutien de tous les États membres. Nous souhaitons voir M. Matoko être élu en octobre prochain pour la continuité, pour le dynamisme nouveau de l'UNESCO, de la francophonie et au-delà de la francophonie, puisque l'UNESCO, ce n'est pas seulement l'espace francophone, ça va au-delà. Donc voilà le deuxième message. Et enfin, vous remercier très sincèrement pour cette invitation. Alors avant de vous libérer, j'ai mon deuxième message à moi que je souhaiterais que vous puissiez passer, même si là on est un peu hors sujet. C'est un message que vous pourriez adresser, j'allais dire au monde entier, à l'étranger. Parce que vous faites preuve d'une prise de conscience d'habiter sur une petite planète, qu'on est beaucoup à se partager et qu'il faut préserver. Vous avez, comme vous l'avez dit, l'amour et la stratégie pour de la paix. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui envers les pays qui vont mal, qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, qui veulent se détruire ou se conquérir les uns les autres? Alors, ça serait difficile pour moi de faire cet exercice parce que en réalité, il y a toutes les structures du monde, toutes les structures internationales, tous les mécanismes pour apporter la paix dans le monde. Mais depuis la Société des Nations, aujourd'hui, à l'ONU, on voit bien que la paix reste finalement une denrée très rare. Nous avons la chance d'être en paix au Congo et nous souhaitons simplement que tous les peuples du monde vivent en paix parce que tous les enfants du monde et toutes les femmes, tous les hommes du monde méritent de vivre en paix. Eh bien voilà, c'était juste Désiré Mondélé, ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier au Congo-Brazzaville. Merci, vraiment merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour nous avoir délivré tous ces messages qui sont importants, qui sont parfois même émouvants. Merci. Et je souhaite qu'on se retrouve bientôt sur cette antenne, dans le studio d'Elsaf Média, le studio parisien de C-Direct, pour un nouveau grand virage avec un invité aussi qualitatif et aussi prestigieux. À bientôt. À bientôt, merci.